Bienvenue à cette capsule de la série à hauteur d'auteur organisée par la Revue internationale PME. Nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Louis Meuric, doctorant à l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui a identifié l'article publié en 2015 intitulé Les PME axées sur la durabilité et à forte croissance, une approche par les paradoxes. Nous avons le privilège d'avoir deux des trois autrices. Madame Céline Bérard, professeure à l'Université Lyon 2 et membre du laboratoire de recherche Coactis, et Madame Séverine Saleil, maître de conférence à l'Université Lyon 2 et membre du laboratoire de recherche Coactis, pour un échange à hauteur d'auteur avec ce doctorant du champ de l'entrepreneuriat. Pierre-Louis, je te laisse donc prendre le relais et échanger avec les auteurs de l'article que tu as sélectionné. D'accord. Donc, tout d'abord, je voulais remercier Céline Bérard et Séverine Saleil de m'accorder un peu de leur temps pour échanger à propos de cet article. Donc, je vais commencer par un bref résumé de ce papier qui vise à étudier deux concepts qui n'ont pas forcément l'habitude d'être étudiés ensemble, donc la durabilité et la forte croissance. En effet, les auteurs nous montrent que certaines PME axées sur la durabilité suivent une trajectoire de forte croissance afin de transformer l'industrie dans laquelle elles évoluent. Ainsi, ces entreprises semblent être confrontées à un certain nombre de paradoxes, notamment vis-à-vis de leur forte croissance. Donc, cet article vise à étudier ces paradoxes à travers une étude de cas unique, Biodistri. Les auteurs repèrent donc quatre tensions paradoxales majeures. Donc, tout d'abord, l'identité normative et utilitariste, la croissance interne et externe, l'exploration et l'exploitation, la désorganisation et la structuration. Cet article débouche donc ainsi sur le repérage d'un certain nombre de clés stratégiques qui ont permis aux tensions paradoxales de trouver leur équilibre dans les logiques de dialogue et de différenciation. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet article et qu'est-ce qui m'a intéressé? Tout d'abord, c'est son originalité. Personnellement, je travaille aussi sur le thème de la forte croissance et il est vrai qu'en général, la plupart des articles qu'on peut trouver sur ce thème-là, ce sont des entreprises dans les autres technologies ou dans les startups. Ainsi, j'étais donc curieux de savoir qu'en était-il dans le cas d'une entreprise tournée vers la durabilité. En effet, aujourd'hui, il peut y avoir un débat croissance-décroissance. Et donc, je voulais savoir, est-ce que cette forte croissance pouvait être aussi applicable dans un domaine, notamment enfin, dans le cadre d'une entreprise qui était tournée vers la durabilité. En outre, ce qui m'a plu également, c'est l'approche par les paradoxes. Personnellement, je trouve que cette approche est assez intéressante. J'ai pu assister déjà à des présentations qu'il employait. Et à chaque fois, il est vrai qu'il fait apparaître des résultats intéressants. Le troisième point qui m'a plu dans cet article, c'est l'étude de cas unique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites à partir, enfin, d'articles qui sont faits à partir d'études de cas multiples avec des gros échantillons. Et il est dommage qu'il n'y ait pas plus d'études de cas uniques en profondeur. Car en effet, je trouve que cette méthode reflète bien la réalité de l'entreprise et notamment les problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. Dans le cadre de votre article, j'ai vraiment trouvé que c'était le cas et c'est quelque chose que j'ai véritablement apprécié. Et enfin, j'ai aussi apprécié la clarté et la fluidité de ce papier. Je l'ai trouvé facile à lire, que les idées, on allait d'une idée à l'autre et que les résultats et la discussion étaient clairement exposés. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était un article qui parlait de lui-même et qui était véritablement euh, enfin, sympa à lire. Donc, j'ai préparé deux questions, car s'il est vrai que quand on lit un article qui a été publié, on le lit selon une forme assez nette et pas forcément brute, et on ne voit pas forcément tout le travail qui a été réalisé euh, pour jusqu'à la publication. Et donc, je voulais poser deux questions qui vont dans ce sens. Donc, tout d'abord, comment vous avez venu l'idée de cet article? Aurait-il dû être dans la forme dans laquelle il est aujourd'hui? En quoi les reviewers ont fait évoluer le texte?
Merci Pierre-Louis de nous donner l'opportunité finalement d'échanger sur ce papier puisque bon effectivement c'est un papier qui a été assez important aussi pour nous dans la rédaction et du coup on était aussi voilà c'est content de se replonger finalement dans cet exercice-là puisqu'il a été publié en 2015 donc ça permet aussi voilà de revenir un petit peu sur ce travail-là. Alors, comment il nous est venue l'idée de cet article? Il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà évidemment le cas. Le cas, il est issu d'un projet ANR sur l'hypercroissance, qui était du coup un projet phare au sein du laboratoire Coactis, dans lequel on a étudié une dizaine de cas de PME en hypercroissance, dont Biodistri. Donc, dans le cadre de ce projet ANR, j'ai participé à la collecte des données sur ce cas-là. Et c'est un cas qui m'a particulièrement intéressée pour son contexte de durabilité, pour le secteur aussi de la distribution bio, qui correspondait aussi à mes autres domaines d'intérêt, d'expertise. Et alors ce cas, il a été traité effectivement comme dans un format un peu plus classique, dans une approche comparative sur l'hypercroissance des PME, mais finalement il était très riche et il semblait prometteur finalement de l'étudier un peu plus en profondeur, euh, puisqu'il correspondait finalement à l'idéal type de ce qu'on peut appeler les David à forte croissance. Alors en fait, au moment effectivement où on a commencé à réfléchir au papier, il y a un papier théorique qui venait d'être publié et qui montrait la place centrale justement de ces David à forte croissance dans la transition durable d'un secteur d'activité. En fait, il s'agit de pionniers qui acceptent de sortir de leur niche, de relever le challenge de la croissance pour faire face finalement aux Goliaths. Donc, c'est comme ça que c'est conceptualisé dans le papier. Et les Goliaths, ce sont les grandes entreprises du secteur qui ont tendance à absorber finalement certaines pratiques des David, mais en réduisant l'alternativité et en transformant finalement les standards de durabilité à leur avantage. Et donc finalement, on en savait peu quand même sur la façon dont l'hypercroissance, elle pouvait être gérée dans ces David à forte croissance. Et le cas Biodistri, ça correspondait finalement parfaitement un peu à cet idéal type. Mais c'est vrai que je me questionnais sur l'entrée théorique pour traiter ce cas. Et effectivement, deux collègues, Christelle Bruyère du coup et Céline Bérard, qui sont du coup les co-auteurs de ce papier, elles venaient d'arriver au laboratoire Coactis et c'est elles qui m'ont fait découvrir justement la passionnante approche par les paradoxes. D'accord. Et Céline va nous en dire un petit peu plus. Oui, c'est ça. En fait, il faut effectivement préciser que Christelle et moi, avant même de travailler sur ce papier, on mobilisait déjà donc l'approche par les paradoxes dans nos travaux respectifs. Alors, il faut quand même préciser que c'était avant tout Christelle qui travaillait dessus, étant donné que le paradoxe a été vraiment au cœur de son travail doctoral. Moi, à ce moment-là, je dirais que j'avais une vision beaucoup moins fine et beaucoup moins large aussi, finalement, des paradoxes, parce que je ne travaillais que sur un type de paradoxe en particulier, en l'occurrence la tension paradoxale entre exploration et exploitation. Voilà. Et puis, finalement, à cette époque-là, à peu près au même moment, il y a eu quelques travaux qui ont commencé à reconnaître que l'hypercroissance requiert de gérer des tensions paradoxales. Alors, si je me limite à citer ici donc des collègues français, il y a notamment les travaux de Cécile Chanuguieux, de Gilles Bieux ou encore de Franck Tannery, qui ont donc commencé à travailler puis à lancer cette idée que qui dit hypercroissance dit paradoxe. Donc finalement, c'est aussi ce qui nous a conforté dans notre décision d'aborder, de mobiliser l'approche par les paradoxes pour ce travail. Donc finalement, pour répondre à votre question de pourquoi cet article ou d'où est venue l'idée, on dirait qu'il y a finalement deux aspects. Donc d'une part, l'opportunité de terrain, l'opportunité donc d'étudier un cas particulier de PME en hypercroissance dans un contexte particulier de durabilité qui nous a semblé très intéressant. Et d'autre part, l'intérêt théorique d'étudier donc les tensions paradoxales dans ce contexte particulier. Et ce qui est marrant de noter, en fait, parce qu'avec le recul, donc cet exercice, merci également de nous le proposer, parce qu'on s'est rendu compte en se replongeant dans ce papier avec Séverine, que finalement, il a orienté aussi nos travaux subséquents en recherche, donc que ce soit pour Séverine ou pour moi. Et notamment, pour ma part, j'ai soutenu mon HDR en 2019, donc 4 ans après la publication du papier, sur la gestion des paradoxes stratégiques. D'accord.
Et pour moi, ce texte, finalement, il est arrivé un peu à un moment charnière dans ma trajectoire de chercheuse, où finalement, je me questionnais sur la façon dont la distribution alimentaire, puisque c'était un domaine que j'étudiais en parallèle, peinait finalement, malgré les crises, malgré finalement les attentes des producteurs, des consommateurs, etc., à vraiment orienter une véritable transition durable. Et du coup, je m'intéressais aussi de plus en plus aux organisations de l'économie sociale et solidaire et à la façon dont elles pouvaient essayer de transformer les pratiques et les institutions dans le champ de l'alimentation. Et du coup, effectivement, il s'est écoulé un certain nombre, enfin un certain temps, 3 ans entre la collecte des données auprès de Biodestry et la sortie du papier. Et effectivement, il s'est passé des choses pour cette PME aussi. Hein. Le dirigeant, du coup, dans le papier, on l'évoque, hein, la trajectoire, c'était un pionnier de l'agriculture bio qui était très investi aussi dans la régulation du secteur et finalement, voilà, quelque part dans sa protection envers les Goliaths, si on reprend un peu l'allégorie du texte. Il avait pris, lors de l'entretien, du coup, la décision de faire rentrer des investisseurs. C'est un point d'ailleurs voilà, de tension assez important dans la trajectoire. Bien sûr, parce que la croissance a nécessité des fonds, mais aussi pour s'assurer tout simplement d'une plus-value personnelle à la sortie. Et il nous l'a nous-même dit, hein, il avait vraiment la sensation d'aller dans la gueule du loup. Et effectivement, cette PME, elle a été par la suite rachetée hein, finalement par un acteur assez important, disons un Goliath, et elle a perdu finalement une bonne partie de son alternativité. Et quelque part, du coup, l'analyse de ce cas, ça a un peu nourri aussi ma conviction de creuser la question de la propriété des organisations qui veulent enclencher justement une transition durable de leur secteur, de l'importance des formes démocratiques aussi de gouvernance pour vraiment faire vivre la diversité des logiques et des valeurs. Hein. C'est une des contributions effectivement de ce texte de traiter cette question-là de la diversité. Et effectivement, par la suite, du coup, j'ai étudié aussi d'autres acteurs de la distribution bio qui avaient aussi des formes coopératives et qui ont été aussi confrontés à des challenges en termes de croissance. D'accord. Et est-ce que le fait que ça soit une étude de cas unique, du coup, ça vous a permis de vous ouvrir à d'autres thématiques de recherche? Est-ce que vous pensez que si vous l'aurez fait cette même étude sur des études de cas multiples, vous auriez eu les mêmes débouchés en termes de poursuite ou d'ouverture? Si je peux, enfin, si je peux me permettre de répondre, je pense que dans le fait que ce soit une étude de cas unique en profondeur, ça nous a permis d'aller plus vraiment dans le détail des choses et de comprendre comment on peut faire face justement à ces tensions paradoxales. Alors, je peux pas le comparer avec une étude qui serait plutôt étude de cas comparative, mais pour avoir aussi travaillé sur les paradoxes, mais plutôt en quanti, on se rend compte qu'effectivement, cet article-là, il nourrit plein de questionnements, il nous apprend énormément de choses où on peut aller concrètement en pratique. Comment est-ce que l'entreprise peut faire face? Ce que l'on n'aurait pas pu avoir très certainement avec un échantillon plus important, que ce soit en quanti ou aussi en quali, hein, mais effectivement, ça permet vraiment de voir comment est-ce que la PME a vécu ces paradoxes-là et comment est-ce qu'elle a réussi à y faire face. De croiser aussi les regards, hein, puisque bien sûr, on a du coup interrogé plusieurs acteurs de la PME. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est plus difficile en général quand on traite d'approches comparatives. D'accord. Donc j'avais une seconde question qui portait sur quelles ont été vos plus grosses difficultés à sa publication et êtes-vous passé par des moments de doute? Alors, déjà, il faut avouer qu'avant notre soumission à la RIPME, on a essuyé un échec. Hein. Donc, on avait proposé une première version et certainement pas suffisamment aboutie de ce papier dans une conférence en 2012. Donc, on a été refusé à cette conférence. Donc, voilà, comme tout refus, c'était très décevant, mais on a eu la chance d'avoir des commentaires, des évaluations qui étaient très constructives, en fait, et qui nous ont permis d'améliorer le papier. Donc, on a considérablement retravaillé sur le papier suite à cet échec, hein, suite à ce refus de la conférence.
Et nous avons eu ensuite l'opportunité de présenter une journée de recherche qui s'est tenue à Montpellier en 2014. Voilà, une journée de recherche dédiée à la croissance des entreprises. Et c'est donc notre collègue Christelle Bruyère qui est allée le présenter. Et là, elle a eu un accueil en revanche très favorable. Donc vraiment des retours très encourageants. Donc c'est là qu'on a décidé de le soumettre à la RIPME. Alors, bien évidemment, bon, mis à part donc ce premier échec, oui, dans un processus, je dirais, de rédaction d'un article et de soumission, oui, il y a à un moment donné, il y a des doutes. En particulier, nous, on a fait face alors, à un problème ou à un enjeu, une question de timing, en fait, en lien avec nos choix conceptuels. Parce qu'en fait, au moment où notre papier a commencé à être assez stabilisé, hein, donc je dirais quasiment fini, il y a eu de nombreux articles à ce moment-là qui sont sortis, qui ont été publiés sur les paradoxes. Alors, pour n'en citer qu'un qui est devenu assez incontournable sur les paradoxes, l'article de Smith et Lewis, donc qui est sorti à peu près à cette période-là et qui, depuis, est devenu incontournable. Je dirais quand on travaille sur les paradoxes. Et nous, nous l'avons très, très peu mobilisé. Il venait tout juste de sortir. On était parti sur d'autres choix conceptuels. Nous avions donc choisi de mobiliser plutôt l'approche des logiques paradoxales d'Emmanuel Josserand et de Véronique Perret. Et donc, nous n'avons pas du tout mobilisé les typologies de paradoxes ou de réponses publiées dans ce fameux article devenu incontournable de Smith et Lewis. Donc, on n'a jamais, on a toujours assumé nos choix conceptuels, mais il est évident que voilà, les nombreux articles qui sortaient à ce moment-là nous amenaient toujours à nous questionner sur les choix que l'on avait pris en termes conceptuels. Oui. Voilà. D'accord. Puis, sur la discussion aussi de nos résultats, notre analyse, effectivement, elle identifie vraiment deux logiques justement de réponse au paradoxe, hein, en utilisant aussi les travaux de Josserand et Perret, hein, la différenciation, avec voilà, cette idée de pas trancher finalement le paradoxe, de parcelliser, de segmenter, etc. Et puis le dialogue qu'on met pas mal en avant dans le papier, hein, pour pouvoir favoriser les échanges, créer des interactions réciproques, continues, etc. Et finalement, on a peu traité de la disparition, hein, qui est la troisième logique qui était identifiée dans la grille de lecture théorique et qu'on n'a pas vraiment identifiée dans le cas. Et du coup, effectivement, cette logique-là, hein, pour revenir aussi au prolongement, au questionnement qu'on a eu à l'issue du papier, voilà, elle était peut-être à considérer davantage dans le texte comme étant une option sans doute intéressante, puisque l'idée est de vraiment reconnaître le paradoxe, mais pour ensuite le supprimer, c'est-à-dire pour arriver à amener les acteurs finalement à se représenter la réalité différemment, de manière finalement à ce que le paradoxe il tombe de lui-même, et du coup à aussi amener les acteurs à sortir de leur cadre de référence. Et effectivement, ça fait partie des enjeux peut-être que les PME axées sur la durabilité ont et rencontrent dans leur croissance. Et du coup, effectivement, finalement, ce cas-là, même si il est un idéal type, on va dire, de succès finalement en termes de croissance, on l'a vu hein, par la suite, voilà, le cas effectivement a été racheté, etc. Donc, finalement, voilà, est-ce que c'est pas aussi quelque part un échec en termes de durabilité ou de maintien en tout cas d'alternativité de départ. Et du coup, ça, voilà, ça fait partie des éléments sur lesquels on s'est questionné aussi parce que évidemment la collecte de données s'était arrêtée à un moment donné, que le terrain lui a évolué et du coup voilà de comment effectivement on l'intègre ou pas dans le texte. D'accord. Je crois que ça faisait le tour des questions. Je vais vous inviter, hein, puis c'est un peu l'objectif de ces capsules, de créer des moments d'interaction et en espérant que vous allez vouloir continuer l'échange, étant donné que c'est des thématiques qui vous intéressent. Évidemment, hein, on ressent votre passion quand vous parlez de l'approche des paradoxes et puis de la durabilité, de la forte croissance et tout. Et je crois que les gens qui vont écouter la capsule vont l'apprécier et je suis certain que ça va leur donner le goût
de peut-être aller consulter l'article qui va se retrouver également en lien avec la capsule. Donc, une dernière fois, au nom de la Revue internationale PME, je vous remercie les trois d'avoir accepté de participer à cet échange à hauteur d'auteur. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci à vous. Merci beaucoup.